Bon, ben, bienvenue à tous. Je m'aperçois que ça fait 3 fois que je fais cette conférence dans des lieux différents et à chaque fois la salle est pleine. Donc c'est un sujet qui résonne beaucoup, stress et émotion. Hein. Alors, émotion, c'est normal, hein, on a tous des émotions, on vit des émotions, parce que c'est la vie, l'émotion. Hein. Le stress, après, on va voir un petit peu comment on peut parler du stress, parce qu'on entend tellement parler du stress. Qu'est-ce que c'est que ce stress? Et surtout, comment on peut s'en faire des alliés. Hein. Donc là, aujourd'hui, ça va être une vue d'horizon. Et derrière, après, là c'est pour la connaissance du cursus, et après derrière je propose un atelier qui permet de s'approprier les choses. Donc quelques chiffres, des chiffres du ministère de la Santé, donc ça date de 2012, je n'ai pas trouvé de choses plus récentes, sachant que ça a dû augmenter hein, depuis 2012, parce que ces dernières années le stress prend une ampleur énorme. Donc 5 à 10% de la population française serait touchée par la dépression et 20%, a priori, 20% de la population a une fois au moins dans sa vie touché du doigt, peut-être pas la dépression, mais des choses un peu dépressives, on va dire, de déprime ou de dépression saisonnière, ou il y a aussi la dépression postpartum, hein, pour la maman qui vient d'avoir son bébé. Et après, ça va jusqu'au burn-out. Burn-out dont on entend énormément parler en ce moment. Alors, une petite définition de la dépression. Donc, la dépression, à la base, est un trouble d'humeur caractérisé essentiellement donc, par de la grande tristesse, de la démotivation, de la perte de l'estime de soi. Il paraît que les femmes y sont 2 fois plus exposées. Mais pourquoi donc? Et il existe de différentes formes hein, de dépression à différents degrés. Le degré le plus haut de la dépression, enfin le plus haut au niveau sans qu'on tombe dans de la pathologie, est le burn-out. Donc le burn-out est sorti du monde professionnel, hein, c'est dans le monde professionnel qu'on a attribué ça. Donc c'est épuisement professionnel, exactement. Je vous ai mis un petit symbole parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande de travailler toujours plus, hein, malgré qu'on nous a mis aux 35 heures, on nous demande toujours d'en faire plus, avec des rétributions de salaire qui ne sont pas toujours en adéquation vu la conjoncture. Et bien voilà, on peut se poser la question du pourquoi toujours travailler plus? Et le petit symbole, c'est souvent, voilà, on récolte de l'infarctus, de la dépression, des divorces, des suicides, des cancers, des lumbagos, des colites, des gastrites, des eczémas, du burn-out, enfin voilà, le panel il est long, hein, il est large. Donc le burn-out, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est les batteries qui sont vides. Hein, on n'arrive plus à avancer. Là, je ne vais pas rentrer dans des discours médicaux parce que ce n'est pas mon rayon. Mais la sensation est que les batteries sont vides et que je ne peux plus avancer. Voilà. Comme si on avait trop tiré sur la corde intérieure et il y a tout qui craque. Voilà. Donc là encore, les femmes y sont 2 fois plus exposées. De part, alors là je donne un petit peu plus d'explications du pourquoi, malgré que les choses évoluent, hein, mais c'est vrai que la femme, on lui demande énormément, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, être mère, être femme, être épouse, enfin tout ça. Donc il y a malgré que l'homme prend de plus en plus la place sur tous ces registres-là, la femme est encore beaucoup sollicitée parce qu'il y a toute l'histoire de l'humanité qui est derrière nous et ça ne se gomme pas en quelques années. Donc voilà pourquoi. Et donc avec des stress répétitifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on tire sur la corde. Et la corde, eh bien, à un moment, elle ne résiste plus. Alors, qu'est-ce que le stress? Pour apaiser les gens qui arrivent dans la turbulence, parce que quand on est en retard, quelquefois on est un petit peu turbulent à l'intérieur, on va faire un petit temps d'intériorisation et de pause, comme ça va tous nous centrer, ça va rééquilibrer l'énergie, et puis on recontinuera après. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer bien assis sur votre siège, de fermer les yeux, faire une mini séance de sophrologie, d'intériorité pour apaiser et nous recentrer.
Donc les yeux fermés, si c'est possible, bien sûr, hein. Sinon vous pouvez juste les diriger vers le bas pour ne pas être dans le regard de l'autre. Et puis doucement, tranquillement, je sens mon corps installé sur le siège. J'en prends conscience. Je prends conscience de mes pieds posés sur le sol. Conscience de mes cuisses et de mes fessiers installés sur le siège. Sensation des points d'appui de mon dos sur le dossier. J'essaye de ne pas me faire perturber par l'extérieur. Je reste à l'intérieur de moi. Moi, j'ai les yeux ouverts, j'observe et je surveille. Et puis, j'installe ma tête, mon cou sur mes épaules. Je laisse aller mes bras sur leur point d'appui. Ça peut se faire aussi en position debout, en attendant de pouvoir accéder à une chaise. Ça se fait aussi en position debout. Je relâche mes épaules, j'essaie de les laisser descendre encore de quelques millimètres. Puis je vais favoriser quelques expires. Donc les expires se font par la bouche, j'inspire par mon nez. Je souffle par ma bouche en dirigeant ce souffle vers tous mes points d'appui pour inviter mon corps à se poser. À chaque expire, j'allonge un peu plus mon expire. Et je sens mon corps qui s'installe encore un peu plus sur le siège. C'est comme si j'envoyais le message à mon corps qu'il peut profiter du soutien du siège, pour se laisser aller, pour se relâcher. Profiter du soutien du sol. Et à chaque expire, j'installe un peu plus de calme à l'intérieur de moi. Puis je prends conscience du souffle qui circule dans mes narines. Sensation de l'inspire. Sensation de l'expire. Et j'écoute. J'écoute ce qui se passe en moi dans cet instant. Peut-être je sens encore un peu de turbulence. Et si c'est le cas, je favorise mon expire avec l'intention d'installer plus de calme à l'intérieur de moi. Et si ce n'est pas possible d'installer plus de calme, j'accueille ma turbulence en y émettant le moins de jugement possible. C'est ce que je suis dans cet instant, avec ma capacité qui est la mienne à m'apaiser, autant que possible. Et j'accueille cette qualité de présence que je suis en train de m'offrir, dans l'écoute de mon intériorité, avec mes sensations dans ma tête, les sensations de mes épaules, de mes bras, de mes mains. Et à chaque partie de mon corps, j'essaie de relâcher encore un peu plus. Les sensations de mon dos qui peut peut-être s'appuyer, se reposer un peu plus que tout à l'heure. Sensation de mon thorax. Peut-être je peux sentir la vie de ma respiration, le mouvement de ma respiration dans mon ventre, dans ma poitrine. J'accueille la sensation de mes fessiers, mon bassin,
mes cuisses. Et par cette attention, je les laisse se relâcher, se poser sur le siège. Et je laisse aller mes jambes sur le soutien du siège, mes pieds sur le soutien du sol. Mes jambes qui ont dû me porter toute la journée, je peux les mettre au repos, du mieux qu'il m'est possible. Et j'accueille les sensations de ma globalité dans cet instant. Et je peux peut-être nommer intérieurement dans quelle ambiance intérieure je suis là maintenant. Présent, peut-être un peu plus de calme que tout à l'heure, peut-être que je sens la vie qui circule en moi, ou toute autre chose. Quelle est ma propre sensation dans cet instant, quand je suis en contact avec moi-même? Et doucement, tranquillement, je vais me proposer de me restimuler un petit peu par des inspires. Je peux bouger les bras, les jambes, me redonner un peu plus de tonicité et doucement ouvrir les yeux pour retrouver le monde extérieur. Voilà. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Et donc nous allons poursuivre. Donc nous en étions, après avoir donné quelques chiffres au niveau de la santé, nous poursuivions sur le stress et la définition du stress. Donc qu'est-ce que le stress ? Déjà, c'est une manifestation individuelle, car il n'y a personne qui réagit de la même façon face à une situation. Cette situation, elle est en résonance avec notre histoire de vie, qui nous sommes. Donc, nous avons tous une façon différente de réagir. Donc, le stress sera différent pour chaque personne. D'accord ? Il peut être insidieux, hein, quelquefois, il faut que ça craque, justement, tout à l'heure on parlait de dépression et du burn-out, quelquefois il faut que ça craque pour s'apercevoir qu'on était sous tension et sous pression, hein. Il y en a qui disent que c'est leur mode de fonctionnement, mais quelquefois ce mode de fonctionnement, on dépasse les limites. Et donc le stress, c'est une réponse de l'organisme à toute sollicitation extérieure, c'est une réaction d'un événement extérieur par rapport à votre histoire et ce qui se passe en vous. D'accord ? Tout à l'heure, les personnes qui sont arrivées, il y en avait les 4 personnes qui sont arrivées en retard, il y en avait qui avaient l'air tout à fait posées et tranquilles, une autre personne qui avait l'air beaucoup plus agitée et ennuyée par ce retard ou par la journée. Ça, je ne sais pas, après je ne vais pas anticiper. Mais on voyait bien qu'il y avait des réactions différentes. Dans la salle, peut-être aussi qu'il y a eu des réactions différentes par rapport à la conférence avait débuté, il y a eu une perturbation, il y en a que ça peut perturber intérieurement, les autres qui prennent ça de façon technique. Hein. Donc c'est vraiment une réaction de ce qui se passe dans mon environnement par rapport à mon mode de fonctionnement et mon histoire de vie et comment je m'adapte à cette modification. C'est vraiment ça le stress, c'est le pouvoir d'adaptation par rapport à ce qui se passe autour de moi. D'accord ? Donc les sources de stress, ben là il y en a des multiples, hein, et tout dépend justement de quelle est votre vision des événements de votre entourage. Il y en a qui vont être hyper stressés par tous les petits soucis quotidiens, d'un retard à un endroit, d'un transport qu'on a peur de rater parce qu'on a 2 minutes de retard sur notre programmation, le rhume des enfants qui persiste ou les enfants qui ne donnent pas des nouvelles. Hein, il y en a qui prennent ça avec beaucoup de recul et d'autres c'est vraiment des grandes sources de stress. Et puis après, ça peut aller jusqu'aux stresseurs professionnels ou les stresseurs de vie sociale, hein, qui mettent quand même beaucoup de pression dans notre monde et qui peuvent amener beaucoup de stress intérieur. Alors, le stress, comment ça fonctionne ?
Donc ça, c'est la courbe du stress. Donc l'intensité du stress et la performance qui est demandée à la personne. Donc l'état normal, c'est la phase A. Hein. En phase A, je suis calme et détendu. D'accord? Il surgit un événement, une porte qui claque, hein, je vais prendre quelque chose de très basique. Une porte qui claque, mon stress il va monter. Hein. Il y a comme une peur ou un sursaut. Voilà. Mon stress monte, je monte en phase B. Quand je me suis rassurée qu'il n'y avait pas de danger, mon stress va redescendre. Je reviens en phase A. Hein. Et tous les jours dans la vie, on a des montées, des descentes comme ça. Hein. Là où ça devient problématique, c'est si je reste cantonné dans la phase B, qui est la phase de résistance. Si je suis toujours dans cette phase de résistance parce que je me mets toujours sous pression ou la vie fait que dans mon contexte dans lequel je suis toujours sous pression, à un moment donné, hein, je reviens à l'élastique, l'élastique il craque. Et c'est là où j'arrive à la phase d'épuisement et où je vais faire un état dépressif, une dépression, un burn-out, tout dépend de l'intensité de ce que je me suis fait subir. Des questions sur ce processus? C'est bon? Alors, suite, en parallèle, je veux dire plutôt, en parallèle de cette courbe de stress, vous avez tout le processus biologique. Donc c'est bien pour montrer que biologiquement, il y a une réaction. Hein. J'ai un événement perturbant qui me tombe dessus, on va dire, hein, qui est dans mon environnement. Il y a un traitement de l'information du cerveau. D'accord? Automatiquement, mon cerveau va réagir. Soit j'ai une solution, où il en découle une décision. Hein. Si j'ai une solution, je vais passer à l'action, je vais prendre la décision, et je vais avoir un comportement adapté qui va résoudre ma problématique. Par contre, si dans le traitement de l'information du cerveau, je n'ai pas de solution, ou je n'ai pas le temps d'en trouver, je vais avoir une anxiété émotionnelle. Donc là, je rejoins l'émotion, hein, une anxiété émotionnelle, qui va faire une réaction physiologique dans mon corps. D'accord ? Je sais pas, on peut avoir, hein, après, on a tous des faiblesses organiques, on va dire, hein, quand on est stressé. Il y en a, ça va plus se porter sur le digestif, d'autres plus sur les intestins, d'autres plus sur les reins. Hein, et donc ça, c'est vraiment la réaction physiologique qui en découle. Après, je vais dire, c'est aussi selon la problématique. Hein, si on est souvent dans le stress de peur, on va plus avoir des réactions dans les reins. Si on a plus du stress au niveau de la colère, on va plus avoir une réaction au niveau du foie, du digestif. Hein, ça, c'est en relation avec toute la médecine chinoise, si vous connaissez un petit peu. L'émotion est reliée à des organes. Et donc, il va y avoir des réactions organiques. Donc ça, c'est vraiment le processus. Donc, et je rejoins... donc là, on parle d'émotion, mais je rejoins aussi la notion du stress qui va... C'est selon votre capacité d'adaptation, l'anxiété va être plus ou moins forte. Hein, l'anxiété émotionnelle. Parce qu'il y en a qui perdent tous leurs moyens avec un stress. Je pense spécialement aux jeunes étudiants quand ils vont... passer des examens, hein. Bon, à tout âge, hein, on passe des examens de la vie, mais je pense aux étudiants parce que régulièrement je les vois dans des états où ils perdent tous leurs moyens. Que là j'ai parlé d'anxiété émotionnelle, donc petite définition, l'anxiété, donc une inquiétude pénible, tension nerveuse, donc on rejoint donc le système nerveux, hein, stress, système nerveux, trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Hein, donc, perturbation intérieure, je me sens en insécurité. Est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Si oui, le stress descend. Si ce n'est pas le cas, mon stress va monter. Hein. Donc, pour moi, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais pour moi, le stress et l'émotion, ce sont deux états indissociables. Si vous arrivez à gérer vos stress, vos émotions vous rendront pas malade. Et si vous arrivez à vous adapter au niveau émotionnel, le stress va retomber si vous trouvez des solutions. Parce que vous n'êtes pas trop envahi avec les émotions. C'est pour ça que le stage que je propose, on travaille les deux, parce que c'est vraiment... enfin, pour moi, on ne peut pas travailler le stress sans les émotions. C'est pas possible. Donc, quelles sont les conséquences et les symptômes? Je pense que vous les connaissez. Hein. J'en ai fait une liste, mais tous les uns autant que les autres.
on les a plus ou moins expérimentés à un moment. Hein. La fatigue, tout à l'heure j'entendais madame qui disait qu'elle était stressée et fatiguée, mais c'est normal, hein, parce que le système nerveux tire sur la corde et donc ça pompe votre énergie automatiquement. Ça, c'est, surtout quand on est stressé, souvent de fois on a des problèmes de sommeil, donc mauvaise récupération dans le sommeil, et donc la fatigue, voilà. Donc l'anxiété, l'irritabilité, après si ça attaque notre système digestif, il peut y avoir des migraines, des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires, ça peut même aller jusqu'à des troubles de sexualité, l'hypertension, les gens qui sont toujours sous tension, hein, ça engendre à long terme de l'hypertension. Réagissons non à la réalité du monde, mais à notre propre interprétation de la réalité. Hein, parce que on voit la réalité à travers nos yeux et notre histoire. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que personne ne réagit de la même façon. Vous mettez une problématique au milieu d'une pièce, avec toutes les personnes qui sont là, hein, on est une petite trentaine, là, je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule solution. Hein. Donc on a toute une vision différente des sujets, et donc une approche différente. Hein. Et selon comment, et nous-mêmes on peut appréhender ça, parce que quand on a une problématique, souvent de fois on la regarde toujours du même côté, alors qu'il suffit quelquefois de prendre sous un autre angle, hein, comme si vous mettiez le tableau à l'envers, et puis d'un seul coup il surgit une autre solution. Cette phrase c'est ça, c'est ok, aujourd'hui je suis stressée dans tel contexte, mais si je m'apprends à ouvrir mon regard et à le regarder de façon différente, peut-être que par la suite je serai beaucoup moins stressée ou j'aurai trouvé une solution pour l'aborder différemment. Hein. Et ça c'est vraiment le propre de la sophrologie, apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Alors, donc on a parlé d'émotion. Pour vous, qu'est-ce que c'est une émotion? Comment elles se traduisent chez vous? Est-ce qu'il y en a qui veulent me parler de ce qu'ils ressentent au travers des émotions? Est-ce que c'est positif, c'est négatif? Ça dépend lequel son. Si c'est un problème soucieux, c'est triste. Oui. Si c'est de joie, c'est un sourire. Oui. Mais est-ce que la tristesse est plus... est-ce que vous avez un jugement particulier sur la tristesse ou sur la joie? C'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Souvent par une manière d'être. L'émotion, ça se traduit. Oui. Oui, c'est comme ça qu'on les transpire. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui ont, oui, qui transpirent plus certaines émotions que d'autres, oui. Et est-ce que vous pensez qu'on peut les faire évoluer, les émotions? Oui. Oui, heureusement. Donc oui, les émotions, c'est quelque chose de vivant. Hein, c'est ce qui nous donne la vie, parce que on serait des ordinateurs sinon. Hein. On a un cerveau qui ressemble un peu à l'ordinateur, et si on n'avait pas d'émotions, on serait un ordinateur. Hein. Les robots, vous savez, les robots, là, on commence à nous faire des robots d'électroménager et tout. Ben voilà, eux, ils n'ont pas d'émotions, ils ne sont pas vivants comme nous. Et donc, ces émotions, elles ne sont pas faciles à vivre de façon, comment dire, expansive, parce que souvent de fois, on juge les émotions, hein, on les juge. Et donc, pour pouvoir exister, il faut les exprimer, mais pour les exprimer, il faut savoir aussi les exprimer sans froisser l'autre, sans blesser l'autre, hein, donc c'est pas toujours évident dans notre société de pouvoir les exprimer. Donc les 4 émotions principales sont la colère, la tristesse, la peur et la joie. Hein, ça, après, c'est les sentiments qui en découlent, mais les 4 principales sont celles-ci. Et pourquoi nous réagissons? Pourquoi j'ai envie de dire que l'émotion, c'est de l'information. L'information de notre intériorité, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la réaction du monde extérieur, et qu'est-ce qui se passe en moi? Donc l'émotion, quelquefois, elle est... Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais pourquoi je réagis comme ça dans ce contexte-là? Quelquefois, elle paraît démesurée. Mais malgré tout, elle a toujours une légitimité. Hein.
parce qu'elle vient en résonance avec votre histoire et qu'elle elle vous envoie un message. En fin de compte. Tout ce que l'on vit vient résonner avec votre vécu, et selon la mémoire que vous avez de ce vécu, ça va réveiller des choses joyeuses ou des choses tristes, des colères ou des joies, ou de la peur. Parce que si justement, je parlais de porte qui claque tout à l'heure, si quand vous étiez jeune, un jour une porte a claqué, et que juste derrière, il y a eu quelque chose qui vous a fait peur, ou qui vous a rendu triste, ou qui était perturbant pour vous, si derrière c'est resté figé, à chaque fois que vous allez entendre une porte qui claque, vous allez vous demander pourquoi, mais vous allez sursauter de la même façon. D'accord ? Voilà. Donc c'est une mémoire qui est en vous, qui se réveille à chaque fois qu'il y a le même contexte. L'émotion « je ne suis pas dans l'ici et maintenant », ça veut dire que c'est en résonance avec ce qui se passe dans votre histoire, et que comprendre et mettre du sens sur ce qui se passe pour en libérer l'énergie, c'est-à-dire que si à un moment donné j'arrive à connecter du pourquoi je sursaute à chaque fois qu'il y a une porte qui claque de façon démesurée, si j'arrive à mettre le doigt dessus et à me remémorer la racine de cette histoire émotionnelle, l'énergie va se dissoudre, enfin va se remettre à circuler, et je n'aurai plus cette réactivité. Ok ? Vous me suivez ? Ça veut dire quoi, l'énergie va se remettre à circuler? Parce que là je rejoins avec la technique de l'EFT, qui part du principe que chaque situation vécue de façon traumatisante entre guillemets, hein, parce que c'est quelque chose de perturbant, on va dire, d'accord, fait comme un verrou au niveau de l'énergie qui circule, d'accord, fait une mémoire qui ralentit votre énergie. Okay, et quand je disais tout à l'heure, l'énergie va se remettre à circuler, c'est que si vous mettez en conscience la racine de ce qui s'est ralenti ou bloqué, voilà, comme une bulle qui remonte à la surface, et ça va laisser l'énergie recirculer. Ok? J'ai répondu à votre question? Je crois. Donc voilà, pour moi, et puis c'est pas pour moi parce que je l'ai lu, je l'ai tiré d'un livre, je ne sais plus lequel, mais l'émotion, c'est une bulle longtemps retenue de mon passé qui remonte à la surface. J'ai trouvé ça très beau. Donc le stress et les émotions nous informent et nous relient à nous-mêmes, hein, parce que si c'est pas là pour nous embêter, c'est là pour nous donner des alertes. Donc il nous relie vraiment, si on l'écoute, ça nous relie vraiment à qu'est-ce qui se passe en moi, et petit à petit essayer de trouver des solutions pour ajuster. C'est un processus vital d'adaptation qui nous permet d'utiliser notre expérience émotionnelle, hein, parce que le stress enclenche l'émotion, ou l'émotion enclenche le stress, hein, parce que ça on ne sait pas toujours dans quel sens ça va. Et toutes les émotions ont une raison légitime d'exister. Il ne faut surtout pas les renier et les mettre au placard, parce que sinon elles tapent encore plus fort dans un petit peu plus longtemps. Donc il est donc important de faire de ce naturel émotionnel des alliés. Et quand je dis des alliés, c'est les écouter, comprendre ce qui se passe pour trouver ses propres solutions. Ça c'est vraiment primordial à mon sens. Donc de quelle façon pouvons-nous procéder justement pour permettre ce processus d'évolution? Donc nous avons une information de l'extérieur, hein, de notre environnement. Nos informations de l'extérieur nous arrivent par nos 5 sens. Hein, c'est notre connexion à l'extérieur, nos 5 sens. Production d'émotions. Je ressens. Voilà. C'est bien de prendre un temps pour ressentir, écouter, donner du sens à ce qui se passe en moi, donc la résonance dans mes sensations, hein, et essayer d'évoluer dans mes comportements. Alors vous allez me dire, oui mais quelquefois on n'a pas le temps de faire tout ce cursus. Mais on peut toujours le faire a posteriori. Hein. Aujourd'hui j'ai eu une, enfin non je ne parle pas de moi, hein, mais je parle en général, aujourd'hui j'ai eu une journée hyper turbulente, bien chargée, il y en a qui sont en adéquation avec ce que je suis en train de dire, jusque là, d'accord. Donc
Le soir, je me pose et je prends les temps d'intériorité comme je vous ai fait faire tout à l'heure. Et là, je me reconnecte au contexte et j'essaye de comprendre le cheminement de ce qui se passe en moi. Et si j'y arrive pas tout seul, je me fais accompagner pour de temps en temps aller écouter ce qui se passe, avant que ce soit trop tard. Alors, je vous ai fait un petit dessin ici, c'est pas du gravouillage que je vous ai mis en bas. C'est le schéma de la courbe évolutive, justement, parce que souvent j'ai des clients, des clientes qui me disent au bout de quelques séances « Oh oui, mais j'en ai marre, là, j'y arriverai jamais, j'ai l'impression de repartir à zéro à chaque fois, je peux pas avancer, c'est comme avant, et tout, et puis elles ont envie de lâcher, ou ils ont envie de lâcher. Et donc je leur fais ce petit dessin, parce que la courbe évolutive, elle n'est pas comme ça, et surtout pas comme ça, ça c'est pas possible. Donc on avance, on essaye de comprendre les choses, de changer les comportements, mais au bout d'un moment on s'essouffle parce que c'est pas facile de changer ses comportements et ses fonctionnements mentaux, sentimentaux, les émotions, tout ça. C'est pas évident de tout gérer et de transformer surtout. Donc au bout d'un moment ça s'essouffle, ça stagne et ça peut même régresser, ça peut même redescendre. Mais ça redescend pas là, ça redescend là. Parce que tout le chemin de compréhension que vous avez fait, il y est et il y restera toujours. D'accord ? Donc on redescend, et puis là, quand on a repris un petit peu son souffle, on repart, et puis on remonte, et puis là, on peut encore s'essouffler, redescendre et remonter. Mais à chaque fois, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Hein ? Pas si petit, hein. Donc c'est constamment que je me pose, j'écoute, j'essaye de transformer, et puis après je fais un temps de pause, parce que de temps en temps il faut des temps de pause, hein. On prend bien des vacances, donc on a le droit même en développement personnel, en connaissance de soi, de prendre des vacances. Mais c'est le travail d'une vie d'avancer sur la connaissance de soi, et je trouve très important d'écouter ce qui se passe, parce que il n'y a que nous qui pouvons pour nous. Hein ? On peut avec l'aide des autres, mais si moi je ne veux pas, personne ne pourra m'aider. D'accord ? Alors, donc, comment la sophrologie peut vous aider? Parce que quand même c'est le cœur de la conférence. La démarche et le but de la sophrologie, c'est de transformer les schémas dérangeants qui sont en place. D'accord ? Parce qu'on a reçu une éducation, on vit dans une société, et tout ça, ça nous oblige à faire certaines choses qui ne sont pas toujours en adéquation avec qui l'on est au plus profond de nous. Parce que notre éducation, elle n'est pas... Moi, je sais que j'ai une éducation, j'étais très, très bien chez mes parents, mais sauf qu'ils voulaient que je sois complètement quelqu'un d'autre. Voilà. Hein. Donc, à un moment donné, il faut bien réajuster le tir, quand même, parce que sinon, c'est là qu'on se retrouve en dépression, parce qu'on est aux antipodes de ce qui nous convient. D'accord ? Donc, la sophrologie va pouvoir aider, justement, à se réaligner, et à comprendre, et à ajuster les choses. Et ça, il n'y a pas besoin de révolutionner sa vie pour ça. Hein. Tout se fait pas à pas et dans la mesure du possible de chacun. Donc le premier outil, déjà pour apaiser le stress et aussi être à même de contacter ses émotions, c'est la respiration. Je ne sais pas si vous l'avez senti tout à l'heure, bon ça a été très bref, hein. Mais rien que le fait de se sentir respirer et de sentir sa respiration qui circule à l'intérieur de soi est déjà, de fait, quelque chose d'apaisant. Surtout si on favorise l'expire. Ça peut être aussi très dynamisant la respiration si on favorise l'inspire. Hein. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas connecté, ou peut-être que certains oui, mais quand on se lève, en général on fait un inspire pour se donner de l'élan. Donc la respiration est le premier outil et il est l'axe de toute séance de sophrologie. En sophrologie, on cultive l'instant présent, être le plus possible dans l'ici et maintenant. Comme tout à l'heure, je vous ai fait ressentir vos sensations ici et maintenant. Et quand on revient dans l'ici et maintenant, on n'est pas dans le mental. Parce que le mental, je ne sais pas si vous avez lu le moment présent d'Eckhart Tolle, il explique très bien, le mental ne peut pas exister quand on est dans l'instant présent.
Et qu'est-ce qui vous perturbe? À 80 ou 90% du temps même, c'est le mental. Hein. Soit il est en train de se poser plein de questions sur le futur, qu'on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler, ou il est en train de se raccrocher au passé et nous pourrir la vie avec nos anciens souvenirs. Si je suis ici et maintenant, j'aurai toujours une solution. Elle sera celle qu'elle sera, dans la mesure de mes possibles, et j'aurai une solution. D'accord? Et, oui? Oui, moi j'allais dire des fois aussi, quand on rentre dans le futur, c'est qu'on a besoin de sécurité des fois aussi, un petit peu, quoi. Mais ça dépend de quelle façon vous regardez dans le futur. Ouais. Si vous y regardez en vous fixant des objectifs, d'accord? Je me fixe un objectif et je décide de me donner tous les moyens, pas à pas, d'avancer vers cet objectif. Bien sûr, ça c'est très stimulant. Il en faut des objectifs. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que souvent de fois, on fait le retour, oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus avoir de projet, on ne peut plus avoir de... mais c'est pas ça. C'est pas rayer le futur. C'est ne pas, comment dire, extrapoler sur le futur. C'est ça, hein, c'est différent. Vous savez, c'est comme quand on construit une maison. Je prends toujours cet exemple parce que pour moi, il est très parlant. Vous avez envie de construire une maison. Vous faites les plans. C'est les plans finaux. Hein. Oui, au final, vous savez comment elle va être cette maison. Mais après, vous avancez pas à pas. Dans la mesure de vos finances, du déblocage des prêts, de la coordination des artisans, tout ça. Donc vous avancez bien pas à pas au jour le jour. C'est comme ça qu'il faudrait faire dans la vie. Mais par contre, quand vous construisez votre maison, si tous les matins en vous levant, vous vous dites j'y arriverai jamais, je vais pas avoir mes prêts, ça c'est de la fabulation. Oui, d'accord? Et c'est du ruminage mental, ça. Hein? Et bien sûr, parce qu'en sophrologie, on a des techniques de futurisation. Mais c'est de la futurisation pour amener à de l'objectif qui est réalisable déjà. Hein? C'est pas je veux un château en Espagne alors que je suis au RSA, quoi, voilà. Et après, on avance pas à pas sur cette réalisation. Mais j'ai l'objectif final. D'accord? Se relier à ses sensations, donc pour aller chercher les signes corporels justement de qu'est-ce que mes émotions elles me disent, comment elles me parlent, où est-ce qu'elles se situent, et puis apprendre à apprivoiser le lâcher-prise. Et j'ai bien mis apprivoiser parce que quand on est dans le stress, en général on a du mal à lâcher au niveau de la corporalité. Et c'est vraiment apprivoiser ça, parce que quelquefois, même ça fait peur de lâcher au niveau corporel, parce qu'on a l'impression qu'on ne va plus rien maîtriser. Et souvent, quand on est dans le stress, c'est parce qu'on est contrôlant. Je ne dis pas toujours, mais souvent c'est qu'on a besoin de contrôler les choses, et que si on lâche, on a peur. Donc on apprivoise ce lâcher-prise petit à petit. Et la première chose avant de lâcher prise, déjà, c'est de prendre conscience dans quel état de tension je suis. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à faire évoluer mes sensations de lâcher prise. Donc on va apprendre à évoluer en confiance, en contactant ses ressources. En sophrologie, on a des techniques qui nous permettent vraiment d'aller dans l'intériorité, aller chercher les ressources par rapport à notre histoire de vie, parce qu'on minimise plein de choses qui sont déjà réussies, on les oublie, alors qu'en état sophronique, alors cet état sophronique, quand même que je vous en dise deux mots, cette intériorité dans laquelle je vous ai emmené tout à l'heure, petit à petit, quand on vient dans les sensations, la respiration, tout à l'heure c'était très bref, quand on a arrêté, en fin de compte, c'est juste le début, où on peut commencer à rentrer dans cette profondeur. Et quand on rentre dans cette profondeur, le mental s'apaise et vous avez votre conscience qui passe d'une conscience ordinaire à une conscience sophrologique. C'est l'état que vous pouvez retrouver juste avant que vous vous endormiez le soir. Il y a un moment avant le sommeil où on est sur un petit nuage. Là, on ne sent plus trop son corps, et, voilà, comme si on était en apesanteur. Et cet état-là vous ouvre les portes je vais dire, à tous vos possibles, parce que ça vous met vraiment en contact avec votre intériorité et vos potentiels. Et dans cet état-là, la mémoire, elle se réveille très facilement de toute votre histoire, et le sophrologue va vous guider à aller chercher des choses que vous avez déjà réussies, parce que vous avez tous déjà réussi plein de choses. Vous avez su marcher, vous avez su faire du vélo, de la natation, au moins la majorité, apprendre à conduire,
plein de choses. À bricoler, et à lire, à écrire. Enfin voilà, il y a plein de capacités comme ça qu'on minimise. Mais pour chaque étape de la vie, c'est des réussites énormes. Et ça, mis en évidence en état sophronique, ça prend une autre ampleur et ça réveille votre capacité à croire en vous et votre confiance. Et là, j'ai pris vraiment des choses basiques, mais après, selon les personnes, bien sûr, il y a des choses plus ciblées qui vous font prendre conscience que vous avez déjà réussi plein de choses. Et en fait, sans même avoir cet état sophronique, ce que vous racontez là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si le simple fait d'arriver à valoriser, à reconnaître toutes les réussites, qu'elles soient petites ou grandes, et à peut-être les écrire, ou en tout cas faire faire en sorte de s'en souvenir, sans aller jusqu'à cet état-là, je suis surprise de ne pas le voir dans votre développé en fait. Quoi donc? Cette reconnaissance, sans aller jusque-là, la reconnaissance personnelle j'ai réussi à un moment donné à dépasser le stress, une émotion, quelque chose. Je suis en train de vous le dire. Oui, mais vous en parlez dans l'état sophronique. Alors, oui, parce que là, je suis en train de vous parler de la sophrologie, c'est oui, ça. Mais ce que je veux mais dire, bien sûr que vous pouvez le faire comme ça. passer par cet état-là. On n'est pas seulement. obligé. On n'est pas obligé, mais ça donne une autre dimension. Voilà. Parce qu'en général, quand on l'écrit, on est dans la tête, on est dans la réflexion. En état sophronique, vous allez le vivre dans vos cellules, vous allez le sentir vibrer, et ça va vraiment réveiller votre essence, je vais dire. Hein? Voilà, c'est ça la différence. Donc, va favoriser à écouter ses émotions, parce que on a des techniques justement qui nous permettent, dans cet état sophronique, de vivre nos émotions, hein, avec le dialogue du sophrologue qui accompagne dans, voilà, je me mets dans un contexte, et avec un certain exercice, alors je fais ce mouvement parce qu'on a un exercice là qui permet d'aller chercher la colère qu'on a en soi, et on la vit, notre colère. Plutôt que de dire, mais non, il ne faut pas que je me mette en colère, ou de crier sur l'autre parce qu'on est en colère, on va se mettre dans un coin et vivre sa colère. Déjà, ça permet de s'en libérer et d'écouter en même temps qu'est-ce que j'ai derrière ma colère. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? Parce que, je dis toujours que c'est l'autre qui n'a pas rangé la table, c'est l'autre qui n'a pas fait ci, c'est l'autre qui n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que ça me dit à moi, cette colère qui résonne quand l'autre ne fait pas ça? Voilà. C'est ça qui est intéressant à développer. Parce que l'autre, peut-être que ça ne me dérange pas de ne pas faire son lit. Hein. Mais si moi ça me dérange, pourquoi ça me dérange? Alors je prends des trucs complètement basiques, hein, il y a des choses sûrement plus importantes, mais c'est pour vous expliquer le cursus. Quand on se met en colère par rapport à ce qui se passe et par rapport à moi, pourquoi j'ai cette réaction par rapport à ça. Donc là, on va apprendre, justement en sophrologie, à écouter. Hein. On se remet dans le contexte et écouter qu'est-ce qui se passe. Et après, vous saurez mieux l'écouter, bien sûr, dans votre quotidien. Parce que le but, c'est pas d'être dépendant du thérapeute, surtout pas. Hein, parce que le rôle du sophrologue, c'est justement de vous rendre autonome avec tous les outils qu'on va vous transmettre. Et après, vous saurez mieux écouter vos émotions. Alors, donc, développer le potentiel vital par la visualisation active, c'est-à-dire, alors, visualisation, je parle active parce qu'on ne fait pas, souvent en relaxation, on vous envoie dans un petit, voilà, vous vous imaginez à la plage, et puis ça, c'est très agréable, hein, mais la visualisation active permet d'intégrer, le dialogue du sophrologue va vraiment vous accompagner dans, ok, je suis dans ce lieu, mais qu'est-ce qui vibre en moi dans ce lieu? Qu'est-ce que je fais vivre? Et comment ça résonne pour que je m'approprie encore plus cette situation. Hein? C'est comme dans les émotions, c'est pareil. C'est dans la vivance. Alors, renforcer l'attitude mentale positive, donc ça, c'est l'axe principal de la sophrologie. L'exemple, c'est, ça peut être ça, hein, j'ai une douleur à l'épaule, j'ai le choix entre me focaliser à 100%, même à 300% sur ma douleur à l'épaule, hein, et puis ne penser qu'à ma douleur à l'épaule. Et là, je vais souffrir énormément, je vais me fatiguer, voilà. Mais
Je peux aussi faire le choix, ok, j'ai ma douleur à l'épaule, mais je sais que j'ai tout le reste de mon corps qui va bien. Et en me focalisant sur le reste de mon corps qui va bien, déjà, la douleur va prendre moins d'ampleur, mais en plus, je peux apprendre, avec mes cellules qui vont bien, à soutenir celles qui sont en difficulté. Donc ça, c'est pour la partie physique de mon corps. Mais pour toutes les problématiques de la vie, c'est pareil. Si je sais tirer la leçon de ce que je suis en train de vivre de difficile, je vais me le transformer en force. D'accord ? Allez sentir si votre corps il est souple ou il est raide. En général, ça se... Sachant que le reflet du corps, c'est en grande partie le reflet de l'esprit, on sait déjà si on est un petit peu psychorigide ou si on est facile d'adaptation. Moi, je vous garantis qu'au début, j'étais raide. Hein. Donc, et petit à petit, on va avec certaines... Déjà là, rien que de le sentir hein, dans son corps, ça fait déjà un éclairage de conscience à l'intérieur qui fait déjà évoluer les choses dans l'appréhension de ce que vous allez vivre. Si déjà en conscience et en sensation, hein, parce que ce n'est pas avec le mental, hein, c'est dans le ressenti de mes sensations, j'ai connecté que j'avais le corps raide, il y a un processus intérieur qui se met en place, vraiment. Anticiper positivement les événements pour porter un nouveau regard. Donc là, c'est pareil. Hein, dans cet état sophronique, on a un regard qui... C'est comme si, au lieu de mon champ de vision, il soit là, il est démultiplié. Et vous allez avoir... On peut prendre de la hauteur aussi, hein, parce que cet exercice, il sert à la souplesse aussi, mais en état sophronique. S'il est guidé par le sophrologue en élevant les bras, j'accompagne ma conscience à prendre de la hauteur sur mon quotidien. Et dans le balancement, je porte mon regard d'un côté et de l'autre pour y voir toutes les facettes. À l'intérieur, la conscience, elle s'ouvre. Hein. Et après, dans la partie assise, dans le suivi de la séance, le sophrologue va vous accompagner pour justement porter ce regard plus objectif. Et il y a plein de solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant qui vont s'éclairer. Je vais quand même faire un petit topo sur comment se déroule une séance, là, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de séance de sophrologie. Il y en a peut-être dans le lot qui n'ont jamais fait de sophrologie. Donc, je vous ai déjà parlé de ce seuil sophroliminal, hein, qu'au bout d'un moment, quand on est intériorisé, le mental s'abaisse et la conscience s'ouvre de façon différente pour être entre veille et sommeil. Les séances se vivent debout, hein, parce que de toute façon, vous avez vu, on fait des exercices qui sont en lien avec le yoga. Donc, debout, assis ou allongé. Moi, c'est très rare allongé. Pourquoi assis? Parce que il est plus... comment dire? C'est plus facile de l'intégrer dans son quotidien. Quand on fait des séances debout, assis, parce que dans la vie de tous les jours, on est debout ou assis, on est rarement allongé, hein, mis à part pour la sieste ou le soir. Et si on veut intégrer dans le quotidien, il faut que votre conscience l'ait intégré aussi. Donc, en grande partie, donc une partie debout, où le sophrologue donc, va vous accompagner avant et vous aura montré quel mouvement il voulait vous faire faire. Vous allez être les yeux fermés, le sophrologue fait que parler pendant toute la séance et va vous accompagner dans le mouvement pour être dans l'axe de votre ressenti par rapport au travail qui était prévu. D'accord ? Après, en général, ça va de 1 à 3 exercices debout. Chaque exercice est toujours fait 3 fois. Parce que la première fois, c'est la découverte du jour. Parce que même si vous l'avez déjà vécu plusieurs fois, cet exercice, c'est comme si c'était la première fois à chaque fois. Hein, parce que c'est rarement le même sujet. Et puis, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit et physique non plus. Donc, la première fois, c'est la découverte. La deuxième fois, vous rentrez un peu plus dans vos sensations. Et la troisième fois, le sophrologue ne parle pas pour que vous soyez vraiment en adéquation avec ce qui se passe en vous et puis le cheminement que vous avez envie de faire avec cet exercice. Une fois que tous les exercices ont été vécus, donc entre chaque fois, il y a toujours un temps de pause et d'intégration. Ensuite, vous passez en position assis ou allongé. Et là, donc, la position assise est une position qui est une position, ce qu'on appelle de responsabilité, où les pieds sont toujours bien posés au sol, les jambes de la largeur du bassin, et le dos, même s'il est appuyé, on n'est pas avachi dans la chaise, hein, on est un dos droit responsable.
Parce que là, on va enclencher une écoute de soi et un engagement vis-à-vis de soi qui est responsable. Et dans cette deuxième partie assise, donc en général, il y a un temps de respiration pour bien se poser, s'intérioriser, et un cheminement sur comment vous allez avancer avec cette première partie qui vous a éclairé. Parce que la première partie de vous fait cet éveil de conscience en résonance avec le travail qu'on veut faire, et après, c'est un cheminement d'intégration, on va dire, et de comment je fais émerger ma solution à l'intérieur de moi. D'accord ? Et vous repartez toujours avec quelque chose. La phrase de clôture, c'est toujours avec quoi vous repartez aujourd'hui. Parce que le but de la séance, c'est de vous faire avancer, de vous rendre responsable vis-à-vis de vous-même et de repartir avec quelque chose de constructif. Alors, ce n'est pas des devoirs à faire ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui se mettent en place tout seul. Moi, ce que je dis au départ, c'est s'approprier la respiration. Et puis, petit à petit, il y a le chemin qui se fait d'éclairage et de solution. Et à chaque séance, vous repartez, vous n'êtes plus la même personne automatiquement parce que vous avez eu des éclairages et des décisions intérieures ou exprimées. Oui, à la fin de la séance, il y a toujours un partage, bien sûr. Si c'est des séances de groupe, c'est un partage du ressenti, du vécu, avec quoi vous repartez. Et quand c'est en individuel, c'est un peu plus profond selon le travail qu'il y a à faire. Et donc, en complément de la sophrologie, pour le travail sur les émotions, il y a l'EFT, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. L'EFT donc, part du principe de cette énergie bloquée. Le départ de cette technique, c'est un médecin qui s'était penché sur l'acupuncture et qui s'est dit pourquoi systématiquement utiliser des aiguilles et qui a commencé à faire des petits tapotements. Il a vu que c'était très efficace et donc il avait fait un protocole parce qu'au bout d'un moment, ils se sont aperçus avec plusieurs médecins. Ils se sont aperçus que les blocages s'étaient reliés aux émotions. Donc, qu'il fallait relier le protocole de tapotement avec les cursus d'émotion de la médecine chinoise. Donc, ils avaient établi un protocole selon chaque émotion et chaque organe en lien. Et puis, il y a Gary Gregg, un ingénieur, je crois, qui s'était lancé dans le développement personnel, qui s'est penché sur le sujet et qui était moins compliqué que les médecins. Et il s'est dit, mais pourquoi faire un protocole par émotion? Parce qu'il faut déjà déceler quelle émotion c'est. On n'a qu'à faire un protocole qui englobe toutes les émotions et tout le cursus, et comme ça on est sûr de toucher la bonne émotion. Sachant que ce protocole est très très simple, parce qu'il suffit de faire des tapotements là, 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 au-dessous la bouche, ici, sous les bras, sous la poitrine et sur le sommet du crâne. Donc le protocole pour toucher toutes les émotions, il est très, très court. En plus de ça, il y a des petites phrases à dire pour débloquer le cerveau qui est engrammé, c'est mon mot, c'est qui a enregistré une émotion. Donc il avait lancé un processus de sauvegarde, parce qu'il est là pour nous sauvegarder, ce petit cerveau archaïque. Et donc il faut lui envoyer le message comme quoi c'est plus la peine de bloquer ça. Voilà, donc il y a une petite phrase. Mais c'est un protocole qui est assez simple à mettre en place et qui donne des résultats spectaculaires. Donc chacun de vous, dans le stage, j'apprends le protocole, vous repartez avec le protocole, parce que pour apaiser des émotions ponctuelles, c'est bien d'apprendre à le faire et à savoir se le faire sur soi-même. Par contre, après, quand on veut faire un travail plus en profondeur, l'écoute du thérapeute est intéressante parce qu'elle va entendre des choses que vous ne voyez, vous n'entendez pas. Donc ça permet d'aller un peu plus loin. Parce que si on veut, quand on se le fait tout seul, on déblaye la surface et ça vous permet de passer cette étape. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura encore une résonance à un moment donné. L'intérêt de cette technique, c'est d'aller en profondeur pour aller toucher la racine de cette émotion perturbée. Et cette racine, on la découvre comme je dis, au niveau émotionnel, on est comme des millefeuilles et on enlève les couches. Voilà. Et petit à petit, on arrive. Quelquefois, ça se fait très vite. Je donne toujours l'exemple de ma cliente qui avait une tendinite au poignet. Ça faisait 6 mois qu'elle n'arrivait pas à se soigner.
comme on travaillait déjà en sophro, elle me dit « Claude, j'aimerais bien que tu me fasses une séance de FT pour voir si on arrive à débloquer ça », parce qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose derrière. Et en une séance, on a débloqué sa tendinite. On a atterri sur son père, parce qu'au premier tapotement, on a commencé tout simplement en disant « Même si j'ai mal au poignet, si je n'arrive pas à soigner mon poignet, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Au bout du premier protocole, donc après le premier protocole, donc il y a toujours un temps de pause pour écouter ce qui se passe en soi. Et tout de suite, elle a vu l'image de son père. Donc on est parti sur sa relation avec son père. Et c'est comme ça qu'elle est repartie. Elle me dit, bah, écoute, je crois que ça va aller. Et 3 jours après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai plus du tout mal. Et elle n'a plus jamais mal. Voilà. Donc ça rejoint aussi tout à l'heure ce que je disais, comme quoi les émotions peuvent vraiment bloquer au niveau physiologique. Ça veut dire quoi, le FC? Emotional Freedom Technique. Technique de libération des émotions. Voilà, donc mon atelier stress et émotions. Ben voilà, avec, si vous arrivez avant l'atelier, vous pouvez, alors après, je ne peux pas dire que vous n'aurez peut-être pas tous les sacs à dos par terre, mais vous aurez au moins les outils pour avancer et vider votre sac à dos pour être de plus en plus dans la liberté d'être bien. Voilà, c'est un atelier qui se passe sur 2 jours. 2 journées, 2 samedis, une journée sur le stress, une autre journée sur les émotions. J'ai fait un tarif à la journée avec une petite diminution sur les 2 jours, mais je conseille fortement de faire les 2 jours s'il y en a qui veulent le faire, parce que comme vous avez pu le voir, c'est tellement imbriqué l'un et l'autre que c'est important de travailler sur les 2 terrains, parce qu'on ne sait jamais lequel entraîne l'autre. C'est comme 2 rouages qui sont là et... Voilà, et puis donc en complément des 2 ateliers, j'ai 2 CD, un CD et un DVD qui vont bien avec ça. Un CD de 3 séances, où c'est les 3 séances basiques de la sophrologie, c'est des séances en position assise. Une sur la séance basique de prendre conscience de son corps pour se poser, une autre sur la respiration, et la 3e sur une technique qui apprend à se nettoyer, c'est-à-dire à mettre à distance le négatif. J'ai appelé ça douche intérieure parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment se nettoyer de l'intérieur cette technique. Et puis le 2e c'est un DVD où il y a 3 séances, donc vous avez la petite vidéo explicative des mouvements bien sûr, et puis après ben, la vidéo se coupe et il y a juste ma voix qui vous guide dans la séance. Et c'est 3 séances pour vraiment se libérer du stress. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions.